Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date aujourd'hui sur l'entreprise Morel et Prom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, quand on regarde notre entreprise ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, principalement au Gabon et en Tanzanie. Donc ici, c'est une industrie extractive, donc on est uniquement dans ce qu'on appelle généralement le upstream. Donc ici, ceci représente uniquement mon avis, d'accord? Cette vidéo est enregistrée en live, donc à la fin de la journée, il n'y a aucun filtre et il n'y a je n'ai pas édité la vidéo du tout. Donc uniquement mon avis et ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Donc vu qu'on parle de pétrole, j'aimerais vous mentionner une très belle vidéo de la chaîne Yohan Value Investing. D'accord? C'est cette vidéo-ci qui parle de bourse. Bourse investie dans le pétrole et le gaz. Et après, vous pouvez regarder la vidéo suivante sur les 5 actions. En fait, j'aime bien cette vidéo aussi parce qu'il parle du secteur pétrolier donc dans son ensemble, en fait. Et ça date de 2020. D'accord? Donc, dans le secteur pétrolier, vous avez ce qu'on appelle les upstream. Donc, vous avez, ce sont des entreprises comme Total. Vous avez les midstream qui sont encore comme c'est généralement les pipelines, dont le transport. Et le downstream, c'est généralement la distribution. Donc, les entreprises verticalement intégrées sont upstream, midstream et downstream. Donc, c'est-à-dire comme Total, ExxonMobil par là. Vous avez également les entreprises qui font uniquement dans les pipelines comme Energy Product Partner, des choses comme ça. Donc, à la fin de la journée, toutes les entreprises pétrolières ne se ressemblent pas. D'accord? Donc, généralement, privilégier les entreprises qui sont verticalement intégrées ou bien dépendamment du cycle ou dépendamment de leur comportement. Donc, soit les verticalement intégrés, soit les midstream, ou bien si c'est down, si vous avez des entreprises comme les upstream, choisissez uniquement celles qui ont les coûts de production les plus bas du marché. Donc, d'accord? Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, cette vidéo aussi de la chaîne Yohan Value Investing, d'accord? C'est totalement en français. Donc, cette vidéo-ci, allez la regarder. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait vous apporter un plus, surtout si le secteur pétrolier vous intéresse. Donc, ça, c'était la parenthèse. On ferme la parenthèse. On revient sur la vidéo. Donc, ici, on va se baser sur ces éléments-ci. Ici, pour évaluer, c'est pour essayer d'évaluer la valeur de cette entreprise-ci, on va rechercher le revenu, vu que c'est une compagnie qui exerce dans le secteur pétrolier, donc on cherche un revenu normalisé, parce qu'on s'attend à ce que le revenu soit variable. Donc la croissance sera zéro, je veux un revenu normalisé, parce que déjà, il est difficile de prévoir le prix d'une commodité, encore mieux, essayer donc de prévoir le revenu d'une entreprise qui exerce dans ce secteur d'activité-là. C'est la raison pour laquelle moi, je recherche généralement uniquement des revenus à peu près stables, donc je vais essayer de normaliser les revenus. Et après, on va rechercher la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et voir si le dividende est qualitatif ou pas, ou bien s'il y en a ou pas. D'accord? Donc, ici, quand on arrive sur Morel Prom, donc on se rend compte ici que c'est pas étonnant non plus. Entre 2012 et aujourd'hui, il y a une variation au niveau des revenus. D'accord? Vous pouvez le voir ici. On quitte ici à 600 millions, 700 millions, 600 millions, 200 millions, 291 millions. Et vous allez voir qu'entre 2012 et 2016, qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole? 2012 et 2016, ça baisse. D'accord? Donc, quand le prix de la commodité est élevé, donc le prix du pétrole, on gagne de l'argent. Quand le prix du pétrole est bas, on perd de l'argent. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire si dans 2 ou 3 ans, le prix du pétrole sera toujours à 118 dollars? On ne pouvait pas me dire ça. Donc, à la fin de la journée, on veut normaliser les résultats. Donc, ici, je prends Morel Prom, je vais sur mon logiciel ici, dans Morel Prom, je tape ça ici. Donc, on va juste aller montrer quelle est la tendance des revenus ici. Donc, parce qu'on recherche avant tout des revenus stables ou croissants. Donc, on prend les revenus, on les met ici, boum, ça vous donne ceci. Donc, je mets ça ici en milliards. Donc, vous voyez qu'enfin, ça donne, je l'ai mis en milliards, mais donc c'est 0,5, ça veut dire que c'est 500 millions. Donc, vous voyez ici que voilà, quand le pétrole va bien, le revenu va bien. Quand le pétrole va mal, le revenu va mal. Donc, baisse ici, hausse à partir de cette période-ci. Donc, si on normalise, les résultats seront aux alentours de 400 millions à 450 millions. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous donne en termes de normalisation des résultats? Donc, on va le faire tout en un seul compartiment. Donc ici, boum. Donc normaliser les résultats, c'est prendre la moyenne des revenus sur une période de temps déterminée. Donc quand vous prenez la moyenne des revenus, vous divisez par le nombre d'années. Donc ici, à peu près depuis 2006, d'accord, la moyenne des revenus est de 419 millions. Actuellement, on est à 499 millions. Donc je vais mettre ici 420 millions en moyenne. D'accord? Donc sur notre tableau ici, on va mettre 400 millions. D'accord? 400 millions. Croissance zéro. D'accord? La croissance des revenus peut être de plus 50% ou bien de moins 50%. Donc, on veut garder une certaine stabilité. Ensuite, ici, on va essayer de regarder ici quelle est la tendance au niveau de la marge brute. Déjà, avec la marge brute, vous pouvez savoir est-ce que l'entreprise a des avantages compétitifs ou pas dans le secteur de l'énergie. Donc, ici, vous pouvez juste vous mettre à ce niveau-ci. Vous voyez que la marge brute ici,
Voilà. Quand le prix du pétrole baisse, on a une marge brute ici qui baisse. Quand le prix du pétrole augmente, on a une marge brute qui a tendance à augmenter. Donc également, cette marge brute-là fluctue. Donc, est-ce qu'elle a un avantage compétitif? Je vous dirais que voilà, ça va dépendre également de la rentabilité au niveau des EBITDA. Donc ici, on va juste regarder la marge brute ici. Donc, on remarque la variation ici. Donc, voilà, ça va, c'est correct. Donc, à la fin de la journée, ça ne nous apporte pas une grosse information. Donc ici, après, si on regarde ici la marge EBITDA, est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? La marge EBITDA sur le premier niveau de la rentabilité, on se rend compte que, voilà, tant bien que mal, elle arrive à se maintenir. D'accord? Donc c'est correct, j'aime ça. Donc pendant toute cette période, le pétrole a varié, mais c'est une entreprise qui a essayé de rester à peu près rester stable en termes de rentabilité. Mais est-ce que ça s'est matérialisé donc avec des free cash flow? Donc ici, quand on regarde les free cash flow ici sur une longue période de temps, d'accord, je mets ça là, voilà. Donc, ici, entre 2012 et 2014, 35, 90, 76. En 2015, on perd de l'argent. D'accord? Vous pouvez remarquer ici qu'en 2015, voilà, ça n'a pas été une année facile. Donc, il faut savoir pourquoi. Quel était le prix du pétrole en 2015, par exemple. Donc, quand on regarde ici le prix du pétrole en 2015, on avait, voilà, ici, on était au plus bas. On était généralement au plus bas. Donc, on revient ici sur nos free cash flow. 2016, on gagne de l'argent. 2017, on gagne de l'argent. 2018, on gagne de l'argent. 2019, voilà, ça n'a pas été facile, mais on perd 21 millions. En 2016, on gagne de l'argent. 2021, on gagne de l'argent. Donc, à dire la vérité, belle entreprise bien gérée. Sérieusement. Belle entreprise bien gérée. Parce qu'on voit ici qu'il y a une certaine... On perd de l'argent. Sur les 10 dernières années, on a perdu de l'argent 2 fois. D'accord? Peut-être pas même avec le même volume, mais on a perdu de l'argent 2 fois. D'accord? Donc ici, est-ce que le nombre d'actions a augmenté? Tant bien que mal, oui, quand même. Mais voilà, certaines entreprises, c'est plus visible. Mais ici, voilà, c'est à peu près correct. Même si on n'aime pas ça, bon, on prend quand même ça en considération que le nombre d'actions a augmenté. Alors, ici, au niveau de la dette nette, qu'est-ce qu'on observe? Je vous ai dit que pour la dette nette ici, voilà, on va faire simple. La dette nette ici, je vous prenez le ratio, le calcul ici, 1 milliard 273, moins ici la capitalisation boursière qui est de 960 millions. Ça va ici, on a une dette nette de 313 millions. Alors, techniquement, c'est pas beaucoup, c'est correct. Mais est-ce qu'on est capable de rembourser? C'est ça le plus important. Donc, 313 millions, tout dépend de nos free cash flow également. Les PER, comme je vous l'ai dit, je vais prendre 10, d'accord? 15, 10, 13 et 15. Ça, c'est personnel, d'accord? J'aurais pu prendre ici 13, 15, 17, mais c'est vraiment personnel à la fin de la journée. Je me dis, une entreprise qui exerce le secteur le secteur du pétrole et du gaz dans des pays comme le Gabon ou la Tanzanie, voilà, le risque géopolitique également est là. Je viens du Cameroun, donc je sais qu'à la fin de la journée, alors, ça peut aller, voilà, techniquement, ça pourrait arriver, donc c'est quelque chose à prendre en considération. Également, la période actuelle doit également être prise en considération. Donc, j'essaye de me protéger parce que 15 fois les bénéfices, ce n'est pas beaucoup. Ça représente quand même un rendement si on le prend sur 100%, parce que je vous ai toujours dit que les PER, c'est des rendements en réalité. Si vous prenez 100 divisé par 15, ça vous donne 6%. D'accord? Donc, ici, on va se protéger, on va prendre ici des PER de 10, 13, 15. D'accord? Le nombre d'actions ici, voilà, on avait calculé en date d'aujourd'hui, on est à 198 millions d'actions. Est-ce que ça a changé? Je ne sais pas également. Allez regarder sur Yahoo Finance. Donc, on va mettre ici 198 millions d'actions. Donc, 198. Les free cash flow. Ok, là où ça commence à devenir un tout petit peu corsé. On va voir ce que les analystes pensent. Attention, vous allez voir ici que je mets bénéfice net. Techniquement, je mets la marge nette ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise à capital intensif. Donc, généralement, le free cash flow est égal à la marge nette. Généralement. Mais il faut toujours vérifier. Donc, vous voyez que les analystes ici, bah, c'est pas exceptionnel. Hein. Donc, la période actuelle, ils vont gagner de l'argent, mais ils prévoient qu'en 2023, il y aura des baisses. En 2025, il y aura des baisses. Donc, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça. Donc, c'est juste pour information. Voilà ce que les analystes pensent. Le business en lui-même, qu'est-ce qu'il a rapporté en termes de marge? Donc, quand on regarde ici en termes de marge nette, sur les dernières années, vous remarquez que l'année actuelle, actuellement, on a près de 23% en termes de marge bénéficiaire. Ne jamais prendre les marges bénéficiaires actuelles parce que la période est exceptionnelle. D'accord? Donc, on a des marges bénéficiaires ici de 23%, alors qu'on avait moins de 200% en 2020, 8, 14, 2, 18. Ah, c'est difficile à... Il y a rien qui sort il y a rien de concret qui sort. On va regarder les free cash flow qui sont un tout petit peu plus stables. Donc, on voit ici qu'on a 6%, 12, 12, 15, 42, 12, 5, 23. Donc, on peut se dire qu'on a à peu près une dizaine de pourcents en termes de free cash flow. D'accord? Une dizaine de pourcents. D'accord?
Donc, on pourrait également, je pense qu'on va prendre 10% en termes de free cash flow. Vous pouvez également le calculer de manière à peu près, voilà, précise, hein, si vous voulez. À la fin de la journée, moi, je fais des estimations. Je ne vais pas également me baser uniquement sur ces chiffres-là pour prendre une décision d'achat. Donc, je vais également lire les rapports financiers que pense le management. Je vais essayer de creuser un peu plus. Je vais également regarder quelle est la tendance dans son secteur d'activité. D'accord? Donc, peut-être que le coût du travail n'est pas élevé dans sa zone, dans la zone dans laquelle elle opère présentement. C'est la raison pour laquelle elle a, par exemple, des free cash flow qui peuvent aller aux alentours de 10%. Donc, l'essentiel pour moi, c'est que si les free cash flow sont de plus de 10%, tant mieux. S'ils sont aux alentours de 10%, tant mieux. Mais je ne veux pas des free cash flow inférieurs à 10%. Donc, j'essaye de regarder à peu près un certain équilibre. Donc, ici, je vais prendre 10% en termes de free cash flow. C'est purement personnel, d'accord? C'est par rapport à mes lectures, c'est par rapport à ce que je vois ici. On a des free cash flow plus élevés présentement, mais est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. On a donc tous nos éléments. Le revenu, croissance, dette nette, PER, nombre d'actions, free cash flow. Je viens ici, on va calculer la valeur de l'entreprise. D'accord? Donc ici, ça c'est pas EBITDA, ça c'est pas EBITDA non plus. Donc ici c'est PER dans cette zone-ci et ici ce sont nos free cash flow. Donc ici, rappelez-vous, on a pris des PER de 10, d'accord, 13, d'accord, et 15. Se protéger, d'accord? Donc ne la comparez pas à Total. Total est une entreprise de bien meilleure qualité. Attention, plus complète, plus verticalement intégrée. Donc voilà. Donc je ne dis pas que Morel Prom n'est pas une belle entreprise. Personnellement, j'aime bien les chiffres. Dépendamment du secteur dans lequel elle opère, c'est un secteur très difficile, mais c'est une entreprise qui est bien gérée. Il faut se dire la vérité. Donc ici, marge bénéficiaire de free cash flow 10%. Donc nos revenus ici qu'on avait calculé, donc le revenu moyen c'est 400, on avait dit 420 millions, c'était ça? Oui, 420 millions. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris 400 millions. Donc c'était 420 millions, d'accord? On va prendre 420 millions. Donc 10% de 420 millions, ça donne combien? Ça donne 42 millions. 42 millions ici, 42 millions ici, ça donne ceci. Donc à 10 fois les bénéfices, 42 millions ici, moins la dette nette ici. Donc, il semble-t-il qu'ici, calcule une dette nette à peu près de 80 millions. Donc, est-ce que c'est 80 millions? Je ne sais pas. Alors qu'ici, dans nos calculs, on voit que la dette nette est aux alentours de 313 millions. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois il faut aller fouiller sur Yahoo Finance. Je vous rappelle que je fais cette vidéo en direct. Donc, à la fin de la journée, je découvre également ces résultats au même moment que vous. Donc, je n'invente rien du tout. Donc, à la fin, comment est-ce que je procède? Comment est-ce que je vais procéder si je me rends compte qu'il y a une information qui ne concorde pas? Ah ben, je vais aller regarder sur une autre source d'informations. Donc, ici, je cherche Morel Prom. D'accord? N'oubliez pas, quand vous arrivez ici, je recherche le ticker. Morel Prom. Qu'est-ce qui se passe? On réfléchit. Morel Prom. Voilà. On sélectionne le premier, bien sûr. Voilà. Donc ici, au niveau de statistiques, je viens là. Voilà. Donc, si vous pouvez faire ici, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, donc ça va vous donner également une dette nette. Donc, la dette nette ici, que vous prenez ces deux chiffres à vue d'œil, vous voyez là que la dette nette est au moins, voilà, au moins de 150 millions. D'accord? Ici, on avait calculé aux alentours de 313 millions. Donc, quand je vais regarder ticker ici, je vais essayer de mettre ça actualisé sur les 12 derniers mois. D'accord? Voilà. Le tout ici, c'est de savoir que le calcul qu'on va effectuer, il y a le moins d'erreurs possible en fait. C'est rien de sert d'avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc ici, pendant que ça recherche, nous, on va quand même faire le calcul avec les éléments qu'on a ici. Donc, tout en sachant que peut-être ici, il y a une erreur. Et quand bien il y aurait une erreur, imaginez que la dette nette est plutôt aux alentours de 80 millions. D'accord? Aux alentours de 160 millions ici. Ça veut juste dire que vous allez ajouter 80 millions ici, divisé par le nombre d'actions qui est de 198 ici. Ça allait vous donner aux alentours de, voilà, 40 centimes d'euros de modification par rapport à la valeur de l'entreprise. Et vous voyez que même avec le nombre d'actions ici, tout est correct. Donc, je reviens sur nos logiciels ici. Est-ce qu'il est arrivé? Oh, c'est parfait. Il a fini de calculer. Donc, on met la dette nette ici. Voilà. Ça ne va pas être long. On met la dette nette. Donc, pendant ce temps ici, si on garde le ratio actuel, ça va nous donner ceci. 1 dollar, 1,61 €. Si on prend 13 fois les bénéfices, 42 millions d'euros en termes de free cash flow ici, moins la dette nette, si la dette nette est de 80 millions, ça donne ici 2,20 €. D'accord? Si on prend ici, donnez-moi juste un instant, ok, c'est bien ça. Si on prend ici le même calcul, donc avec 15 fois les bénéfices, 42 millions d'euros, moins la dette nette ici, ça donne 2,60 €. D'accord? Donc,
Évidemment, ces résultats-ci sont déjà en euros. Donc, vous voyez ici, le taux de change a déjà été appliqué. Donc, si le taux de change change, s'il change, il pourrait avoir également une modification. Donc, ici, selon le calcul, c'est 2,60 €. Et je vous ai déjà montré que vous pouvez calculer, vous pouvez faire ce calcul-là de vous-même. Imaginez ici que quand on va regarder sur Ticker, qu'est-ce que Ticker nous donne en termes de dette nette? Donc, on va regarder sur notre dette nette ici, sur Ticker. Ticker nous dit qu'on a une dette nette à peu près de 300 millions, mais ça date du mois de décembre 2021. Donc, je pense que Yahoo est plus proche de la réponse ici. Donc, si on prend le 1 milliard, 1, donc 1,170, donc valeur d'entreprise, moins la capitalisation boursière de 865, donc j'arrondis à 865, ça donne ici 305 millions. Ok, donc je pense qu'on a à peu près 305 millions de dettes. Donc, si je veux le calculer de manière manuelle, parce que ça change littéralement tout. Donc, on va se situer ici à 15 fois les bénéfices. D'accord? Regardez ceci. J'ai 42 millions multiplié par 15 fois les bénéfices. Ça donne 630 millions. D'accord? Moins la dette nette. On avait calculé la dette nette aux alentours ici de 313 millions, je parle là, je pense bien. Donc, je viens juste d'effacer ça ici. Donc, à la fin de la journée, je mets moins 313 millions. D'accord? Je me rappelle juste plus, alors que je viens juste de le calculer. J'ai déjà effacé mon rouleau de papier ici. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, ça va nous donner ici 317 millions restants. Donc, le 317 millions ici, on va diviser par le nombre d'actions, donc qui est de 198, divisé par 198. Ça fait ici 1,60 €. Donc, on ajoute ici le taux de change, 1,1 pour chaque dollar. Ça fait 1,76 €. Donc, la valeur de l'entreprise ici sera aux alentours de 1,76 €. En termes de jour, on est à 4,98 €. D'accord? Donc, moi, je n'achèterai pas cette entreprise au prix actuel. Pourquoi? Parce que j'ai normalisé les résultats. J'ai pris en considération une marge bénéficiaire qui est à peu près stable. Donc, si la marge bénéficiaire est plus élevée, disons 15, 20, et que vous avez la certitude, ou bien si vous avez la probabilité que la marge reste à ce niveau-là pendant une longue période de temps, donc au moins 5 ans, 5 à 10 ans, vous pouvez prendre 20, 15%, comme vous voulez. C'est selon vous, selon vos analyses, selon vos connaissances du secteur. D'accord? Moi, j'essaie de me protéger au maximum. Je ne veux pas surpayer pour quoi que ce soit. D'accord? Donc, ça, c'est la première façon pour évaluer cette entreprise. On va se dire que c'est 1,76 €. D'accord? On va se dire ici, Val 1,76. D'accord? Maintenant, ce n'est pas la seule manière d'évaluer l'entreprise. On pourrait, généralement, les entreprises cycliques, vous savez que je vous demande généralement d'aller regarder par rapport aux actifs tangibles par action, quelle est la valeur des actifs tangibles par action. Donc, on essaie de regarder ici le tangible book value per share. Donc, le but étant d'essayer de payer l'entreprise pour moins que la valeur de ses actifs tangibles par action. En date d'aujourd'hui, ces actifs tangibles par action sont de 2,40 € par action, enfin 2,40 $ par action. D'accord? Le prix actuel est aux alentours de 4,86 €. Donc, techniquement, s'il fallait payer cette entreprise, j'aurais également payé pour les actifs nets à 2,40 €. Donc, le book value ici, donc le tangible book value est à 2,40 €. D'accord? C'est en euros. Le prix est en euros parce que c'est coté sur la bourse de Paris. Mais les revenus sont en dollars. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, troisième hypothèse, on prend la valeur d'entreprise sur le revenu. Alors, trois valeurs d'entreprise sur le revenu. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Valeur d'entreprise sur le revenu, généralement, le marché a l'habitude de payer 3,13 fois les revenus. OK. Mais vous remarquez qu'il y a eu une variation ici. Ça, c'est la moyenne. Ce n'est même pas la médiane. Donc, je n'aime pas trop la moyenne. Bon, si on n'a pas de moyenne, on va généralement se contenter de la médiane. Donc, je prends également sur les 10 dernières années ici. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de moyenne? On a à peu près 3 fois. D'accord? On va se dire ça. On va dire que 3 fois, ça se paye généralement à 3 fois le revenu. D'accord? À une date d'aujourd'hui, on est à peu près à 2,17 fois les revenus. OK. Donc, si le revenu est de 400 millions, le revenu normalisé, bien sûr, n'est-ce pas? Multiplié par 3, moins la dette nette qui est de 313 millions ici, divisé par le nombre d'actions ici qui est de 198, ça me donne ici 4,48 €. Donc, si on valorise l'entreprise par rapport à sa valeur d'entreprise sur le revenu, on va se dire qu'à 4,48 €, le prix est juste correct. Actuellement, on est à 4,86 €. Donc, ce n'est aucunement une opportunité d'investissement.
Donc, généralement, voilà, selon la partie opérationnelle, en prenant en considération les PER de manière conservative et une marge de free cash flow de 10% de manière conservative également, on va se dire que la valeur de cette entreprise sera aux alentours de 1,76 €. D'accord? Donc, je vais juste mettre notre nouveau calcul ici. Donc, c'était le EV sur revenu. Donc, ça nous donne ici, le calcul nous donne ici, au total, 4,48 €. Donc, ça fait 4,48. Oh, attention, c'est en dollars. J'avais oublié. C'est 4,48. Attention. Donc, même la valeur d'entreprise, le book value doit changer. Donc, ça va donner 4,98. 4,92. Donc, 4,92 euros. Et ici, attention, le book value également est en dollars. Donc, il faut multiplier par 1,1. Donc, voilà, vous allez faire 2,4 par 1,1. Ça va vous donner ici à peu près 2,64. 2,64 €. 2,64. OK. Donc, on a tous nos éléments. Au mieux, ça vaut 4,98 4,92 €. Au pire, c'est 1,76 €. Où est-ce que je vais me situer en termes de valorisation? Techniquement, si cette entreprise m'intéresse, j'aimerais l'acheter à la valeur de ses actifs nets par action. Donc, 2,50 € sera mon prix d'achat. La valeur de cette entreprise, pour moi, technique, je vais vous dire, j'hésite vraiment. Mais je vais me dire, les 4,92 € sont possibles, sont plausibles. D'accord? Je pense qu'il y a moins de bruit en prenant la valeur de l'entreprise sur le revenu. Donc, on va se dire 4,92 €, c'est la valeur de l'entreprise ici. D'accord? L'entreprise se paye généralement 3 fois ses revenus ici. Donc, moins la dette nette ici aujourd'hui. Voilà, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Donc, les marges également peuvent fluctuer. C'est la raison pour laquelle cette valorisation ci également pourrait fluctuer. Donc, si on a des marges supérieures à 20%, à 10%, ça pourrait se fluctuer. Et également, les PER que j'ai pris ont été pris de manière conservative. Donc, à la fin de la journée, 4,92 € sera la valeur que j'attribue à cette entreprise-ci. Donc, par rapport à la valeur des revenus, à enterprise value sur le revenu, moins la dette nette ici. Donc ici, Morel & Prom ne représente pas une opportunité d'investissement. Ça reste une belle entreprise bien gérée. S'il fallait l'acheter absolument à un prix, je pense que 2,50 € serait un prix intéressant. Est-ce que c'est une entreprise qui m'intéresse personnellement? Non, il y a trop d'incertitudes ici. À la fin de la journée, c'est une belle entreprise bien gérée, mais c'est le genre d'entreprise qui ne m'intéresse juste pas. Donc ici, c'est ce que je pourrais dire par rapport à Morel & Prom. C'est une entreprise juste correcte. Si vous l'avez présentement en portefeuille et que vous l'avez acheté à un prix moins élevé, je dirais que le prix actuel, essayez un peu de réfléchir. Si vous pensez que ça pourrait continuer à augmenter, donc ça pourrait continuer à le faire parce que la période actuelle est juste exceptionnelle, d'accord? Ça pourrait durer, mais commencez déjà à vous protéger, au moins vous savez ce que ça implique, d'accord? Dans tous les cas de figure, c'est ce que je pourrais dire par rapport à Morel & Prom. Belle entreprise, correct, secteur d'activité très difficile d'être efficient dans ce secteur d'activité-là, mais elle arrive à tirer son épingle du jeu. Mais le prix actuel, je dirais, vaut mieux rester prudent et je pense également que le marché a mieux à offrir que du Morel & Prom à 4,86 €. Évidemment, le prix pourrait continuer à croître, mais il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Donc, tout ce que je dis ici, c'est par rapport aux chiffres, donc vous pouvez lire vos rapports financiers afin de pouvoir investir avec conviction. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette entreprise. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.